Mais en revanche, je voyais bien qu'il me fallait une strate au-dessus. Donc je l'ai trouvé avec vous. Mais, et tout à l'heure on en parlait aussi avec Laure, j'ai eu aussi l'impression au fur et à mesure des recherches, au fur et à mesure des réflexions, de marcher sur des œufs. Et c'est pour ça qu'en conclusion, je vous demanderai peut-être d'y répondre avec moi, parce que je crois que je ne suis pas encore capable de répondre sur la situation de ce récit judiciaire, si c'en est un, et en tout cas si c'est celui de l'Europe territoriale ou de l'Europe non territoriale. Voilà donc toutes les précautions oratoires prises. Donc je vais... alors je vais vraiment... j'ai préparé ce magnifique PowerPoint. Vous remarquez les couleurs. Alors je n'ai pas fait autant d'effets qu'Alexandre parce que voilà, c'est plus limité en technologie. Mais en essayant d'aller véritablement à l'essentiel alors que la thématique du territoire est bien plus large. D'abord, de bien voir l'absence de la mention du territoire en tant que tel dans le traité, mais ça, ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps. En tout cas, on va trouver la mention du territoire des États membres, etc., mais pas du territoire de l'Union européenne, sauf, et c'est à mon avis l'exception qui confirme la règle, à l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Il avait été inséré par le traité d'Amsterdam, donc sur les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers sur le territoire de l'Union. Mais ça n'est que la mention expresse du territoire de l'Union, en tout cas dans le traité. Alors, bien sûr, toutes les dimensions territoriales qu'on peut y trouver, je les ai rapidement listées ici, bien trop rapidement, mais c'est simplement pour m'en tenir au principal, et notamment celle du champ territorial, bien évidemment, de l'Union européenne, sur lequel on reviendra. Alors, quand on regarde les définitions du territoire, si on prend une définition, je dirais, très basique du territoire, non juridique du territoire, donc l'étendue d'une surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain, jusque-là, tout va bien. Mais c'est quand on voit les définitions qui sont données effectivement par les juristes, que ce soit les internistes ou les internationalistes, qui rattachent obligatoirement le territoire à l'État. Et donc, derrière, à la souveraineté, encore une fois, je fais court, je vous renvoie ici à mon papier. Donc finalement, il n'est pas étonnant que la mention ne figure pas dans le traité. J'ai employé le terme, mais je ne suis pas la seule, et je l'ai repris, d'incongruité du territoire s'agissant de l'Union européenne, parce que justement c'est un terme qui me semblait assez intéressant, parce qu'on voit bien combien ça peut être contraire, et pour le prendre vraiment dans sa signification la plus basique, combien c'est contraire à la bienséance en fait. Et c'est un petit peu pour ça que c'est... Alors finalement c'est une double provocation pour moi, c'est non seulement de parler du territoire de l'Union européenne alors qu'il est passé dans le langage courant, mais quand on y réfléchit, ça n'est pas si facile que ça. Mais aussi une petite provocation par rapport au projet en disant mais peut-être qu'il faudrait aussi éprouver la typologie qu'Antoine a donnée, c'est-à-dire on peut peut-être pas faire tout rentrer, ou alors on peut faire tout rentrer, et si on peut faire tout rentrer dans la typologie, c'est qu'il y a aussi un problème. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit peu l'état d'esprit. Alors, le personnage, la Cour de justice. La Cour de justice, alors j'entends bien évidemment la Cour et le tribunal, parce que finalement, sur la dimension territoriale, et j'y reviendrai tout à l'heure, on rencontre beaucoup plus, bien sûr, la Commission européenne, qui, depuis le début des années 90, a un discours très aménagement du territoire, avec donc des documents, soft law finalement, qu'elle a publiés. Les États, je ne vous parle pas des collectivités territoriales, je ne descends pas en dessous, mais les États, parce qu'il y a effectivement un agenda territorial qui a été adopté, mais pas véritablement par le Conseil, par les ministres de l'aménagement du territoire des États. Donc pour bien montrer, essayer de désolidariser la question de l'aménagement du territoire avec le Conseil. Et on trouve, alors là, c'est vrai que je suis revenue sur ces problématiques et j'ai refait une recherche. Dans la doctrine, de façon générale,
que ce soit chez les politistes, politologues, que ce soit chez les sociologues, que ce soit chez les géographes, ils emploient l'expression de territoire de l'Union, mais sans problème. C'est-à-dire que tous les articles, je les mettrai en bibliographie, abordent cette question de façon complètement décomplexée. Alors, la question, puisque donc, on a effectivement ces juges principaux, c'est de savoir si le juge peut être un personnage secondaire. Effectivement, et on va le voir, il utilise cette expression de territoire communautaire, territoire de l'Union depuis déjà très longtemps. Mais on va voir aussi comment il a été saisi de cette question qui peut paraître particulièrement technique, hein, mais à l'occasion d'affaires qui concernaient la base juridique. Donc de contentieux sur la base juridique. Et donc là, du coup, il n'est plus épargné par la question territoriale, véritablement. Alors, l'intrigue, vous voyez, j'ai essayé quand même. L'intrigue, alors, elle part quand même, à mon avis, du mystère de la cohésion territoriale, c'est-à-dire de cette expression qui a été insérée dans le traité de Lisbonne, qui a été, il faut dire, un peu abordé par les juristes, mais très rapidement parce que, à vrai dire, même la Commission européenne n'arrive pas à donner une définition claire de ce qu'est la cohésion territoriale. Donc finalement, on s'attend à ce qu'on donne corps à cette cohésion territoriale. Et effectivement, la Commission européenne, on le voit aussi dans la prochaine réforme des fonds européens, on essaye de voir par rapport à ces questions de territorialisation des politiques publiques, de coopération territoriale, hein, de régions transfrontalières, etc., ce que ça peut être. Mais donc, là, les péripéties, là, c'est de savoir, finalement, est-ce que la Cour peut intervenir et donner un sens, elle aussi, à cette cohésion territoriale, puisque c'est dans le traité, mais a priori, je vous ai dit, ça s'est passé relativement inaperçu parce qu'il n'y avait pas d'autres dispositions, de dispositions qui donnaient des moyens supplémentaires pour rendre cette cohésion territoriale véritablement visible. Donc on s'est dit, bon en fait c'est pas grave, cohésion territoriale, c'est cohésion économique, sociale et territoriale, ça va avec le tout, et puis on le sait déjà, mais ça n'a pas d'incidence. C'est pas si simple que ça finalement. Donc, finalement, avec tout le nœud que j'ai essayé de tisser, que vous retrouverez dans mon papier, je me suis dit que l'intrigue, ça pouvait être de savoir comment la Cour, finalement, puisque c'est d'elle dont il s'agit aujourd'hui, peut trouver un équilibre entre la souveraineté des États et donner à la fois, et là je dépasse la question de la cohésion territoriale, à l'Union toute son ampleur, mais son ampleur géographique. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Ce magnifique micro. Je ne suis pas sûre qu'il ait tenu le choc, là. Non. Je suis désolée. On pourra le décompter de mon... Voilà. Très bien. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est un récit? Alors là, j'ai repris la définition qu'Antoine nous avait donnée, qui a été reprise pratiquement pour chaque présentation, et je n'y reviens pas. Alors, c'est vrai que j'ai intitulé ma présentation peut-on identifier un récit judiciaire de l'Europe territoriale, donc sous la forme d'un questionnement, parce qu'effectivement, je me suis dit, mais comment on identifie on sait à quel moment on sait qu'il y a un récit, et comment on raconte ce récit. Et donc là, c'est vrai que, alors, en étant finalement juriste, simple juriste, je vais dire, donc je pense que j'ai été particulièrement confrontée à ce problème-là. Et donc, alors je m'en suis tenue à la recherche des mots, du contexte et des non-dits, je vous l'ai dit, et pour reprendre en fait une expression de François Host, essayer de libérer les possibles. Donc le récit que je vous propose, c'est le récit donc, de cette Europe territoriale. Est-ce que ça n'est pas finalement le récit d'un contournement des États et
Je suis contente de mon petit résumé. Est-ce que finalement c'est une appropriation territoriale et on verra ça dans un premier point, mais sans que pour autant les États aient été dépossédés finalement. Donc en fait, on se trouve toujours au milieu du gué, et c'est ce qui fait la difficulté finalement de ce récit, ou de ce non-récit, ou de ce récit de l'Europe non territoriale, enfin bon. Là, j'irai assez rapidement, puisque je pense que Frédéric tout à l'heure va y revenir, mais il me semblait important, sinon de vous le rappeler ici, en tout cas de l'inscrire dans ma communication, parce que sinon l'autre partie ne fait pas véritablement sens si on la prend toute seule. Donc j'ai voulu revenir là-dessus, avec un acte 1 où là, j'ai appelé le fil rouge, parce que alors là, du coup, la Cour de justice s'est engouffrée dans cette communautarisation et a employé donc très rapidement l'expression de territoire communautaire au départ, hein, territoire de l'Union. Soit de façon spontanée, c'est-à-dire qu'en fait rien dans le texte ne l'obligeait à le faire, que ce soit dans le texte du traité bien évidemment, ou dans le droit dérivé, mais ça je ne vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que le législateur parle beaucoup plus du territoire de l'Union ou du territoire communautaire que ce que ne fait bien sûr le constituant. Donc de façon spontanée ou imposée, notamment en matière fiscale. Et là, alors là, j'ai simplement listé, après je les ai commentés, et surtout, j'ai à chaque fois essayé dans ma contribution de montrer que la Cour aurait pu très bien dire, enfin, aurait pu ne pas employer l'expression de territoire de l'Union ou territoire communautaire. Ça n'aurait rien changé à la conclusion, juridiquement. Mais en revanche, je dirais, on revient aussi à cette forme de politique. En revanche, aussi d'un point de vue plus symbolique, c'était important de parler du territoire communautaire, que ce soit dans l'arrêt AETR, Valraev surtout, par rapport aussi à une éventuelle extraterritorialité, les questions de frontières, le Groland-Cri, etc. Donc je n'y reviens pas. Alors finalement, on voit ce mouvement, j'ai essayé de prendre les arrêts que tout le monde connaît, finalement, ce mouvement où on se dit, est-ce que c'est véritablement une facilité de langage? Est-ce que derrière, il n'y a quand même pas autre chose? Et vous savez tous qu'il y a quand même autre chose, hein, qui est l'unification de ce marché. Et en même temps, une tentative de dédramatisation, notamment dans un arrêt qui concernait les départements d'outre-mer, où la Cour de justice affirme très très clairement que de toute façon, il faut faire référence au droit constitutionnel des États, et donc revenir, et on est toujours, la Cour continue, hein, en tout cas dans certaines de ses affaires, à affirmer l'arrêt Hansen. Entre-temps, donc, l'affirmation de l'identité nationale des États, et puis j'ai repris... aussi, alors ça a un peu vieilli, mais c'était pour vous montrer aussi les enjeux du sujet. Une partie du rapport de Paul Reuter pour la Commission de droit international, où il disait que finalement, pourquoi pas, après il cite l'arrêt Valraev, pourquoi pas reconnaître le territoire d'une organisation, mais ça susciterait des réticences de la part des États, même si on le fait de façon, je dirais, un peu par facilité. Donc je passe rapidement sur cet acte 1, simplement pour vous montrer, et ça c'est le commun, donc que sur le commun, finalement il y a tout ce mouvement, et on emploie territoire de l'Union, territoire communautaire, d'accord avec cet élément fonctionnel, mais sans problème. Voilà, ça passe presque inaperçu, c'est presque normal. En ce qui concerne, alors là c'est le fil blanc, parce que là du coup je prends beaucoup plus de précautions. Je vous ai dit que pour moi, pour moi, en tout cas dans ce que je vous propose, la rupture, en tout cas le moment où on se dit que le territoire ne peut plus être pensé exactement de la même façon, c'est aussi avec cette notion de cohésion territoriale. La cohésion, alors là, qui est un objectif, et la Cour l'a dit, maintenant c'est aussi dans le traité, et on se rend compte que finalement, là où on avait l'impression que la Cour menait cette dynamique, on ne va pas dire contre les États, mais pour dépasser les États reviennent au galop. Et donc finalement, on se resserre. Alors il y a deux affaires, j'irai assez rapidement. L'affaire de 2015, Parlement européen et Conseil contre Commission.
qui concernait le statut de Mayotte et notamment la transformation de Mayotte en région ultra-périphérique. Bon. En fait, la question qui était posée ici, c'était de savoir si l'article 349 du traité, qui prévoit donc le régime applicable aux régions ultrapériphériques, pouvait avoir une portée peut-être plus large, c'est-à-dire être utilisé de façon plus fréquente. Et ça, c'est depuis très longtemps et déjà dans le traité originaire avec les départements d'outre-mer, que se pose la question de savoir quand est-ce qu'on adopte ces mesures spécifiques. Est-ce que c'est vraiment dans des domaines très 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 spécifiques où on peut imaginer que parce que ça concerne ces territoires, eh bien, on les adopte. Et là, la Cour de justice a dû trancher enfin, je vous dis enfin parce qu'on attendait la réponse depuis longtemps, et elle fait, alors dans son raisonnement, elle fait prévaloir la loi spéciale sur la loi générale, s'agissant donc de ce régime. Sauf que, et c'est là que c'est intéressant pour notre récit, quand on, à mon avis, quand on lit notamment les conclusions de l'avocat général Wall, on voit qu'il est quand même agacé parce qu'il dit, il écrit dans ses conclusions que c'est un différend législatif assez sophistiqué, que de toute façon tout le monde est d'accord sur les mesures opportunes à adopter et que chacun a sa préférence. C'est pas un problème véritablement constitutionnel, mais le Conseil a sa préférence, la Commission a sa préférence, et l'avocat général dit, en fait, il faut quand même que la détermination de la base juridique se fasse objectivement. Et quand même, il dit, voilà, donc il ne s'agit pas du rôle typique d'un organe juridictionnel d'avoir à trancher ça. C'est pas sûr. Mais c'était simplement pour montrer que d'un point de vue politique, personne ne voulait... Enfin, c'était vraiment un problème. Et qu'enfin, il arrive devant la Cour. La Cour est obligée de trancher et elle tranche en faveur du Conseil. Parce qu'en fait, c'est le Conseil seul, après consultation du Parlement européen, qui peut adopter ces mesures. Donc, encore une fois, c'est le retour quand même des États de ce point de vue-là et la reconnaissance de cette différenciation territoriale. Dans l'affaire, dans une affaire qui avait commencé en fait en 2016, qui concerne une initiative citoyenne européenne, et tout à l'heure Didier a parlé de cette, pas de cette affaire-là, mais c'est dans son prolongement. Donc moi je ne vais pas parler de l'initiative citoyenne, du contrôle en fait, du refus d'enregistrer de la Commission européenne. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'initiative avait pour objet de permettre, alors simplement pour vous dire qu'il s'agissait de minorités donc nationales, et donc là vous avez ces requérants qui étaient soutenus par la Roumanie et la Commission qui était soutenue par qui était soutenue par la Hongrie et la Commission qui était soutenue par la Roumanie, par la Grèce, etc. Parce qu'effectivement il y avait un problème quand même important. Et dans cette affaire-là, l'objet de l'initiative, c'était d'instrumentaliser la politique de cohésion et voilà, je finis juste là parce que j'ai terminé, d'instrumentaliser, c'est-à-dire qu'il demandait l'accès à des fonds à des minorités nationales. Et encore une fois, ce que j'avais noté, c'est que le tribunal va administrativer la notion de région. C'est-à-dire va dire, ah non, les régions, c'est des nomenclatures territoriales qui sont liées aux États. Le tribunal rappelle l'article 4, etc. L'avocat général, lui, va essayer de donner une notion de région qui qui se détache en fait de tout ça, une définition un peu plus européenne. Et la Cour de justice, elle ne répond pas véritablement, elle va rester un peu évasive. Et ce qui est intéressant devant la Cour de justice, c'est que la Roumanie a demandé à ce que la procédure orale soit réouverte après les conclusions de l'avocat général, parce qu'elle
elle avait compris ce qu'elle avait bien compris à mon avis, et que la Cour lui dit non, non, c'est une lecture erronée des conclusions de l'avocat général que vous avez entendu. Alors tout ça pour finir, puisque mon temps est écoulé. En fait, la question, c'est, encore une fois, on revient sur la nature, bien sûr, de l'Union européenne. Je ne vais pas y revenir sur l'identité de l'Union européenne, puisque ce sont ces questions-là. Mais après, puisque je n'ai pas le temps, je vais rester avec mes points d'interrogation, c'était de savoir si c'est effectivement le récit d'une Europe territoriale, non territoriale, comme le disait Antoine, déterritorialisée. Et à ce moment-là, où est-ce qu'on peut la situer dans l'échelle que tu avais indiquée? Merci.